Bon, bonjour. Je vais faire un lien avec ce qui vient d'être évoqué là, sur l'expérience du Dragon Boat que je ne connaissais pas. Je suis quand même un spécialiste des activités qui ne sont pas encore sportives, sportivisées. Donc pour information, moi j'ai un ancien étudiant de Master Sati qui a créé son entreprise il y a maintenant 3 ans et qui a commencé par les personnes qui avaient subi une ablation partielle ou totale d'un ou des deux seins. Et donc ça marche très bien. Il y a un marché, si je suis un petit peu cynique, il y a un marché pour les personnes vivant avec des maladies chroniques ou chronicisées ou des personnes qui ont été opérées et qui peuvent être plus ou moins partiellement handicapées. Premier point. Deuxième point, pour rebondir sur ce qu'a dit Cécile, d'ailleurs Cécile a dit tellement de choses très bien que ça vaut à peine le coup que j'intervienne. Sur Anaïs Bouillon, j'étais avec elle la semaine dernière à Nice, à un autre colloque, et elle a travaillé notamment sur les tests de féminité. Et pour que vous ayez une sorte de pense-bête, il y a des tests de féminité depuis 40 ans dans le sport. Par contre, il n'y a pas de test de masculinité. Or, il n'y a aucune raison qu'il y ait plus de fraude de la part de femmes ou de personnes qui ont une apparence féminine, ou plus ou moins, que d'hommes. Je ferme la parenthèse, j'y reviendrai. Actuellement, si vous regardez en haut à droite, j'ai créé une société française, c'est un peu pompeux, mais avec des dermatologues. Et donc, je travaille plus précisément maintenant sur les questions de la peau et des poils qui peuvent faire sourire certains d'entre vous, mais c'est quelque chose de très important. Et notamment sur l'activité physique et sportive des personnes en situation de handicap suite justement à des maladies ou des traitements de ces maladies chroniques. Voilà. Donc, c'est juste pour vous indiquer ce qui est en haut à droite. Ce qui est en haut à gauche, c'est classique, hein, c'est mon ancrage institutionnel. J'ai été recruté en fac de sport. Je suis sociologue, je ne suis pas STAPS à l'origine. Je l'indique quand même. C'est important, je suis un étranger et les STAPS me le font payer assez cher. Dernière petite chose, j'ai créé un blog à la suite d'un ouvrage qui n'a eu aucun espèce de retentissement, un bouquin parmi les nombreux ouvrages que j'ai écrits. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Les discriminations dans les sports » avec des sous-titres en 2010 aux presses universitaires de Nancy. Je vous l'ai indiqué ici entre parenthèses. Il est en rupture de stock alors que quasiment personne ne l'a acheté. Et surtout, personne ne l'a lu. Ça, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que les étudiants, y compris dans ma fac, ne savent pas qu'il y a un livre qui existe, qui est une synthèse de... Il n'y a pas 3 idées originales dans le bouquin. C'est une revue de littérature internationale que j'ai réalisée en 2008. Et pour la petite histoire, j'ai mis 2 ans à trouver un éditeur pour dire que ça intéresse vraiment le monde du sport et les sciences humaines et sociales de travailler sur les discriminations dans le sport. J'y reviendrai. Donc j'ai créé un petit blog classique, un blog. Hein. J'ai fait un jeu de mots avec la marque Dima, hein, dans discrimination. Je crois que j'ai mis inclusion, minorité, altérité. Vous pouvez tout de suite le consulter. J'ai aucun bénéfice à ce que vous le consultiez ou pas. Donc, mon diaporama n'est pas très ludique parce que je l'ai construit entre minuit et 3 heures du matin. Et je n'avais pas accès à Internet, donc je n'ai pas pu mettre de photos. Je m'en excuse. Dernière petite chose par rapport à ce qui a été évoqué très bien par Cécile. Je suis sociologue et pourtant elle a été très largement sociologique dans son approche, en tous les cas dans la présentation chiffrée. Moi, il n'y aura aucun chiffre. Donc, il faut que vous sachiez que je suis un sociologue de type qualitatif. Je fonctionne par entretien, observation directe. Et j'utilise très peu, en fait, des données quantitatives. Tout simplement parce que je suis mauvais en mathématiques. Alors, donc, je m'excuse par avance, hein, le diaporama est très scolaire. Donc, je ne vous prends pas pour des débiles mentaux, hein, je ne le fais jamais comme ça, et bon, comme je l'ai fait dans l'urgence, je le fais d'une manière très très scolaire, beaucoup trop sans doute scolaire. Donc il y a un plan que je vais suivre. Hein, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas forcément évident, hein, donc je vais le suivre quand même, puisque je n'ai pas eu trop de recul. Donc je vais essayer d'aborder cette question d'une manière très sérieux, très séquentielle, hein, par les mots, que veulent dire les mots que je vais utiliser. Alors en introduction, 2 objectifs. Je vous dis, c'est très scolaire. Je m'en excuse. Donc, 2 gros objectifs. Comprendre ce que sont les discriminations. J'ai quand même mis 2 ans à écrire ce livre. Et lu des centaines, pour ne pas dire des milliers d'articles. C'est pas évident de comprendre ce qu'est une discrimination par rapport à la stigmatisation, par rapport aux stéréotypes. Moi-même, après ce gros travail, je ne sais même pas si je suis très au clair sur les distinctions entre les notions et les concepts. Bon, en tous les cas, je vais essayer de vous éclairer rapidement, dans le temps qui m'est imparti. Deuxièmement, expliciter comment les activités physiques participent aux relations de genre. Et donc, je vais essayer de clarifier
assez bêtement les mots. Alors, vous avez vu, les sociologues, mais on n'est pas les seuls, tous les scientifiques, en fait, ont créé des mots. Il y a des mots, des néologismes, plus ou moins exotiques, plus ou moins faciles à lire. Là, j'ai mis exprès pour vous entraîner. Donc, il y a des suffixes en sion, c'est du classique, ça veut dire que ce sont des processus, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé là-dedans, ni dans le stigmate, ni dans le sport, ni dans les discriminations, ni dans les stéréotypes. Bon, on devrait mettre stéréotypisation, mais ça faisait un petit peu trop, donc je ne l'ai pas mis. Donc, si je vous l'explique rapidement sur ce premier point, vous devriez toujours, en tant qu'étudiant et futur professionnel des activités physiques, si vous travaillez dans les activités physiques, ce qui n'est pas évident non plus, mais c'est toujours un secteur intéressant, il faut bien vous rendre compte qu'il y a un effort de catégorisation et vraiment quelque chose de l'ordre de la catégorisation tout le temps. Or, les sports sont des activités vraiment variées. Et je m'en suis fait un petit peu ma spécialité au début, en tous les cas, de ma carrière. J'ai dirigé la première thèse, par exemple, sur le base jump ou la spéléologie urbaine. Vous voyez, des choses de ce type, des choses qui intéressent pas beaucoup de personnes, mais qui sont des créneaux, en fait, porteurs. Alors donc, vous le savez tous, que les sports sont très organisés. C'est de l'ordre, pour ne pas dire plus. Il y a donc des hiérarchies, des règlements. Et pour réussir dans le niveau, en gros, il faut être capable de jongler avec ces règlements. Cacher la balle, même si on n'a pas le droit, proférer une insulte, même si on n'a pas le droit de le faire non plus, etc., etc. Ce que je veux surtout souligner, c'est qu'il y a des activités qui se sportivisent et d'autres qui n'arrivent jamais à se sportiviser. Donc il y a quelques années, j'ai travaillé beaucoup sur les arts martiaux traditionnels d'origine asiatique, et donc il y a des activités qui sont en cours de sportivisation, c'est-à-dire qui prennent des règlements officiels avec des arbitres, des compétitions, des lieux spécifiques. Et donc j'ai travaillé par exemple il y a très longtemps sur le Viet Vo Dao, que vous connaissez tous au moins de nom. Et il y a 15 ans, c'était des pratiques complètement underground qui se faisaient dans des sphères domestiques, familiales, dans des caves. Maintenant, il y a une organisation, une officialisation et donc parfois une sportivisation. Toutes les activités ne veulent pas forcément devenir un sport. Certaines n'ont d'ailleurs pas intérêt à devenir des sports, pour plein de raisons. Parce que, comme l'a très bien dit tout à l'heure madame, il y a des contraintes énormes à devenir un sport. Ça exige plein de choses. Et donc, il y a des activités qui sont très contentes de ne pas devenir des sports et qui réussissent très bien comme ça. Ce qu'il faut, enfin, dernier point, garder à l'idée, donc voir que ce sont des choses qui bougent tout le temps, que les frontières sont donc floues. Par exemple, un classique en géopolitique du sport, c'est l'officialisation aux Jeux Olympiques du taekwondo, quand la Corée du Sud a organisé les Jeux Olympiques. Si ça n'avait pas été en Corée du Sud, le taekwondo ne serait jamais devenu officiel, une pratique sportive, en tous les cas olympique. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr qu'elle le reste, je crois même qu'elle ne l'est plus. C'est en tous les cas, vous avez entendu parler du débat là, il y a quelques mois sur la lutte. La lutte a failli ne plus être olympique. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui dominent et d'autres qui sont dominées. La lutte étant dominée dans ce circuit-là. Donc ce sont des constructions perpétuelles. Ne pensez pas que les sports sont des choses figées. D'ailleurs, les règles changent tout le temps. Moi qui joue au ping-pong à un petit niveau, eh bien, les balles viennent d'être changées. Donc le premier semestre, première phase du championnat, on est avec les anciennes balles. Et on va donc en celluloïd. Et dans 2 mois, il va falloir qu'on soit tous avec des balles plastiques. Personne ne sait comment elle rebondit sur les tables. Personne ne sait si on va pouvoir faire les mêmes effets, les mêmes rotations. C'est un peu on vient d'acheter 2000 balles dans mon petit club. Il faut qu'on les écrase, mais ça s'écrase facilement, donc on va les casser rapidement. Mais on va les utiliser en entraînement et en compète, on aura d'autres balles. Donc il va y avoir quelques mois où ça va être un petit peu indécis et il va y avoir des plaintes. Il y a des gens qui vont râler. Moi, avec mon faible niveau, je ne vais pas trop râler, je joue pas au mieux avec des balles, quel que soit le type de balle. D'accord ? Donc vous voyez, il y a des choses qui changent et donc il y a donc des gens qui décident de ces changements. L'agrandissement de la balle au tennis de table, par exemple, c'était normalement pour ralentir un peu la balle, pour que les néophytes puissent un jour toucher la balle avec leur raquette, et puis que les spectateurs puissent suivre un petit peu le jeu. À ma connaissance, le tennis de table est très très mal retransmis par captation vidéo. La seule fois où j'ai vu du tennis de table de très haut niveau aux Jeux Olympiques dans de très bonnes conditions, j'étais pas en France, et c'était pas sur une chaîne française, mais sur une chaîne arabo-musulmane, où les ralentis étaient particulièrement efficaces.
Et donc où j'ai pu apprécier, on pouvait lire, pendant les échanges, on pouvait quasiment lire la marque des balles, tellement les ralentis étaient puissants. C'est la seule fois où j'ai eu la possibilité d'observer, j'allais dire du tennis de table, comme on peut observer le tennis, hein, qui est très bien médiatisé. Les actualités sportives, ça vous échappera pas. D'ailleurs, c'est un problème, on en a discuté avec nos collègues hein, hier soir et ce matin. Pour les sociologues, la grosse difficulté, c'est que le sport est partout dans les médias. Et donc, vous êtes abreuvé, pour ne pas dire plus, submergé par des informations sportives, des actualités sportives. Que ce soit des résultats strictement sportifs ou des à côté du sport. Je ne sais pas, le tatouage de Beckham, etc., etc. L'opération d'un tel pour autre chose que pour un ménisque, hein, etc., etc. Donc, la difficulté, c'est que vous avez du mal à distinguer ce qui est de l'ordre de la connaissance objective sur le sport et ce qui est de l'ordre de ce flou artistique qui est maintenu, hein, de ce brouhaha, de ce bruit médiatique qui vous focalise sur certains points plutôt que sur certains autres. C'est problématique dans le sens où les discriminations, vous allez le voir, les stigmatisations sont toujours très puissantes dans le sport et que les médias ont leur part de responsabilité, mais nous aussi, hein, en ne focalisant pas sur, je sais pas, des morts par exemple. Tous les jours dans le monde, il y a des gens qui meurent sur ou à côté des terrains de foot ou d'autres terrains de sport. Et si ce n'est pas du foot, justement, on en parle beaucoup moins que si c'est sur un stade de foot, pour ce qui est de l'Occident en tous les cas. D'accord ? Ailleurs, c'est le cricket, par exemple. Bientôt, je vais aller en Inde. En Inde, les morts à cause du cricket sont médiatisés, mais pas les morts pour le soccer ou le football. Donc, vous voyez, des variations culturelles comme ça qu'il faut être capable de prendre en compte, puisque trop souvent, les étudiants STAPS, ceux que je connais le plus, puisque je travaille qu'avec des STAPS, eh bien, sont centrés, sont STAPSO-centrés, on pourrait dire un STAPSien centré. Il y a une sorte de centrisme STAPS qui fait que vous avez du mal à penser que d'autres peuvent penser différemment les activités physiques et sportives. Je vous donne juste un exemple sur ma spécialité qui est le corps, un sociologue du corps. C'est les étudiants en STAPS oublient toujours qu'en moyenne, ils sont beaucoup plus proches des canons de beauté et de finesse corporelle que d'autres étudiants. Moi, c'est très facile en STAPS à Rennes puisqu'on est excentré, donc on n'est pas du tout avec les autres UFR. Et donc, je leur demande toujours aux étudiants STAPS d'aller voir ailleurs, en psycho, en lettres modernes, pour voir comment sont les étudiants. Et là, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de gros, par exemple. Et oui, parce qu'en STAPS, il y a beaucoup moins de gros en moyenne. Et donc, très rapidement, ils oublient qu'ils sont particuliers. Et le problème, c'est qu'ils projettent leur propre vision du monde sur le reste, sans se rendre compte que, justement, il y a des gens qui sont beaucoup moins en forme qu'eux, même si, grosso modo, quand même, les étudiants en STAPS sont beaucoup moins en forme physiquement et beaucoup moins sportifs maintenant qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé ma carrière. Donc, il y a une omniprésence, il y a des performances ahurissantes qui sont réalisées avec des émotions partagées. Je suis le premier à partager ces émotions. Et parfois des solidarités, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans le sport, il y a aussi des entraides. Et je ne sais pas si j'aurai trop le temps d'insister, malheureusement, j'ai plus souligné les côtés négatifs. C'est un peu le problème du sociologue souvent. Donc il y a des déviances qui sont manifestes et manifestées. Vous en entendez parfois parler, puis vous glissez dessus. Je sais pas, par exemple, Zidane, son icône, bon, il va peut-être être viré parce qu'il n'a pas les diplômes, là, mais son affaire de dopage, la plupart d'entre vous, vous l'avez complètement éludé. Le fait qu'il a été dopé pendant longtemps et qu'il a reconnu être dopé à son insu de son plein gré, hein, il n'y a pas eu de marionnette chez les Guignols. C'est-à-dire qu'on a frappé sur Virenque, on continue à frapper sur Virenque. Hein, les humoristes continuent à plagier, à utiliser Virenque comme icône du dopage, mais pas Zizou. Hein, on l'emmerde sur autre chose, mais pas sur le dopage. Or, il a été convaincu de dopage, je vous rappelle. Donc vous voyez, il y a une sorte d'anesthésie comme ça, d'oubli sélectif. Et les médias sont très, très, très forts pour faire oublier les choses essentielles. Ces médias, pour parler de ces médias, représentent essentiellement les activités physiques masculines, ce qui fait que vous avez très peu de chances de voir du haut niveau féminin, alors que vous avez beaucoup plus de chances de voir du très faible niveau masculin. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle presse quotidienne régionale, et vous allez voir dans les pages de sport, il y a tout un tas de pages
qui concerne le niveau district, cantonal, sur les activités physiques sportives masculines, et puis quelques petits encarts sur du haut niveau féminin. Donc là, il y a une discrimination en termes d'exposition énorme. J'aimerais pas être une femme sportive de haut niveau, parce que je serais fou, quoi. Je mettrais le feu au bureau de tabac, et après, j'attaquerais les locaux des fédérations et des ligues. Que fait la police sportive, que fait la police médiatique? Bon, d'accord? Je ne vais pas être trop insistant. L'expression classique, qui a été évoquée d'ailleurs par ma collègue tout à l'heure, c'est de parler de masculinité dominante hégémonique. C'est pas très beau, c'est dans la colonne à gauche. C'est le classique, c'est une expression classique pour souligner cet effet de déviation, de biais sportivo-médiatique, médiatico-sportif. Ça va? Sur le sport, j'insiste pas plus. Premier élément, je vous ai dit, c'est super scolaire. Deuxième notion, les stigmatisations. Essayez de ne pas discuter en même temps. J'ai commis un petit bouquin en début d'année, il y a quelques mois, sur le stigmate. L'autre est en cours, et il sera publié dans 1 an. Allez le voir, il y a 2 ou 3 textes. Ça s'appelle « Les porteurs de stigmates », je crois. Et donc, avec Christophe Dargère. Et il y a 1 ou 2 textes, 3 textes qui concernent directement les activités physiques et sportives. Notamment une personne qui a mis en place, pas loin d'ici, quelques centaines de kilomètres quand même, de la handibox par exemple. Ou une personne tétraplégique avec une maladie dégénérative, une jeune étudiante qui exprime son expérience de difficulté d'accès à des piscines, même les piscines labellisées handi. D'accord ? Alors les stigmates, qu'est-ce... Bon, si on reprend l'étymologie, piqûre, marque, gardez cette idée. Il y a bien sûr une histoire religieuse, judéo-chrétienne, qui a marqué de son empreinte, sans faire de jeu de mots, ce mot. C'est, faut le retenir vous dans ce sens-là, un signe d'infamie qui a permis historiquement de marquer des déviants et qui continue à marquer des gens actuellement. Dans le travail avec lequel j'avais fait avec Cécile sur les vulnérabilités dans le sport et le Christ de Lyon, je m'étais amusé avec un étudiant, Saty encore, de travailler sur les maladies de peau au judo, par exemple, ou en natation. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir une verrue plantaire? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas sur le tatami? Est-ce que tu planques ta verrue? Est-ce que tu dis que tu as une verrue ou pas? Qu'est-ce que ça joue dans l'interaction? Est-ce que tu vas accepter l'idée de passer pour un pestiféré parce que tu as une marque dégueulasse et que surtout tu peux polluer les tatamis? Je vous rappelle que les tatamis et les piscines, il n'y a pas tellement pire comme biotope, comme endroit où on peut attraper des saloperies. Alors, le stigmate, peut-être vous connaissez l'auteur Erving Goffman. Il a écrit un livre très célèbre à la fin des années 50, traduit en français plusieurs années plus tard, qui travaillait sur la condition des malades mentaux. Cette notion, ce concept, est toujours utilisé actuellement, puisqu'on le mobilise sur plein de terrains, et c'est ce qu'on fait avec mon collègue Christophe Dargère. Donc l'idée du stigmate, c'est l'idée d'un déclassement social, d'une dégradation des identités, qu'elles soient sociales ou individuelles. Alors, une identité sociale, c'est quelque chose comme un moi projeté sur les autres. Donc c'est ce qui ressort d'une sorte de réponse aux attentes des autres. L'identité individuelle, c'est ce sur quoi je travaille beaucoup, moi, par entretien, avec les personnes malades, sur leur participation sociale aux activités physiques. C'est donc ce qu'on pourrait appeler une singularité biographique. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là est différente d'une autre? Qu'est-ce qui fait qu'elle vit les choses différemment d'une autre? Tout à l'heure, quand on parlait des blagues là, sur les groupes, certains d'entre vous ont très bien souligné le fait qu'une blague peut être plus ou moins fine, plus ou moins mémorisable, mais surtout elle peut être interprétée d'une manière très différente suivant le contexte. Et donc le travail d'interprétation est à la fois individuel et collectif. C'est sur ça que travaille justement le stigmate. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants pour qu'ils suivent mes cours. Je leur dis, vous révisez au minimum tous les sketchs de Coluche, des proches, et puis vous allez jusqu'à Foresti. Et une fois que vous avez bien tout révisé vos humoristes, là, on peut parler sur la question du stigmate. Il y a des sketchs célèbres de Coluche, par exemple, sur Dieu a dit, il y aura des grands, des petits, des riches, des pauvres, et tous seront égaux. Mais il y aura des petits noirs et pauvres, et pour eux, ça sera très dur. D'accord?
L'idée de discrimination, elle est là-dessus, de stigmatisation. Vous allez le voir après, malheureusement, la stigmatisation et les discriminations sont cumulatives. Définition. C'est donc un processus de marquage symbolique négatif d'un individu, d'une pratique ou d'une institution. Je vous ai indiqué un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claude Javot, qui n'est pas du tout spécialiste des STAPS, qui est un sociologue qui travaille sur autre chose, et qui a mis en action, il y a très longtemps, mais quasiment personne ne l'a repris, une sorte de contrepoids au stigmate. Il parle de chevron. On peut être chevronisé, c'est-à-dire on peut être surclassé. On peut, même quand on est stigmatisé, utiliser ce stigmate pour en bénéficier. Je pourrais vous en donner des exemples si ça vous intéresse. Donc on n'est pas simplement en train de subir, on peut ne pas subir. Ça dépend du contexte, ça dépend de plein d'autres facteurs, de ressources qu'on peut mobiliser. D'accord. Quelques éléments de typologie du stigmate. Alors en gros, pour faire archi simple, il y a les stigmates qui sont visibles, les marques qui sont visibles et les marques qui ne sont pas visibles. Moi j'aime bien travailler sur les deux. Actuellement je travaille sur une maladie peu ragoûtante qui s'appelle le pemphigoïde, c'est un ensemble de maladies bulleuses, donc c'est les bulles qui éclatent, qui sentent très mauvais. On considère que pour moitié, ces maladies sont d'origine auto-immune. En gros, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a un dérèglement interne au corps humain. Et puis, pour moitié, qu'elles sont dues aux toxiques qui nous entourent. La semaine dernière, par exemple, j'étais dans un bâtiment rénové de l'Université de Nice, une maison des sciences de l'homme magnifique, et il y a déjà 15 personnes qui sont interdites de bâtiment en 2 ans, parce qu'elles sont intoxiquées par les flocages, les produits qui tournent autour. C'est un problème. Il y a une directrice de labo, elle ne peut pas aller dans son bâtiment avec le labo parce que la médecine du travail lui interdit d'aller dans le train. Et donc, quand j'en parlais un petit peu comme ça, il y a une des étudiantes qui organisait le colloque qui me dit moi, je viens d'avoir une maladie auto-immune, mais je ne peux pas dire que je l'ai attrapée ici, je ne peux pas le prouver parce que, en fait, l'année dernière, je ne devais pas être dans les bâtiments, j'étais au chômage théoriquement. Et j'ai passé mes journées dans ces bâtiments. Mais j'ai peur de perdre mes allocations si jamais je déclare, donc je ne vais pas... Vous voyez un petit peu les problèmes un petit peu difficiles. Alors, il y a des maladies qui apparaissent, ou des traitements qui sont visibles, et d'autres qui sont très peu visibles. Les pemphigus, par exemple, attaquent les muqueuses, donc orales ou génitales, et donc tu peux parfaitement être malade, et sans que ça se voie, à part l'odeur. Puisque c'est en fait, ça produit une sorte d'odeur de boule puante. Ce sont des thiols, pour les spécialistes, ça vous intéresse. C'est des choses qui, même en concentration infime, c'est l'horreur, quoi. Donc je travaille beaucoup avec ces gens-là actuellement, parce que justement, ils se plaignent du fait que leur maladie n'est pas visible. Et quand elle est visible, de toute façon, ils ne veulent pas se montrer, parce qu'ils ressemblent à Quasimodo. Donc ils ont des plaies partout sur le corps. Et donc, ils ne peuvent pas aller à la piscine, tout bêtement. Et par exemple, ils ne peuvent pas faire une activité en short, parce qu'ils ont des grosses plaques partout. Donc vous voyez, ça limite leur participation sociale. Vous voyez un petit peu ce qui m'intéresse, moi, dans cette question de stigmatisation et de discrimination, j'y viens maintenant, c'est qu'est-ce que les individus peuvent s'autoriser à faire, étant donné justement ce qui a été très bien dit tout à l'heure, l'environnement, s'il est bienveillant ou pas. Si vous ne connaissez pas la maladie, vous risquez de rejeter ces gens. Et dans les entretiens que je fais avec ces personnes-là actuellement, certaines me disent, par exemple, une mère me dit, moi, le plus dur, ça n'a pas été la maladie et le traitement. Ça a été que mes enfants ont refusé de m'embrasser pendant 6 mois. Tellement j'étais dégoûtante et je les repoussais. C'était le fait que mon mari a demandé à dormir seul. Donc j'ai été obligé d'aménager mon bureau en chambre. Donc vous voyez les implications énormes que ça peut avoir sur la vie quotidienne et affective, émotionnelle. Bon, c'est un petit peu mon cheval de bataille actuellement. Ça vous intéresse peut-être pas. La réaction individuelle au stigmate. Donc on peut, si je vous les liste, il y a 4 grosses manières de réagir au stigmate. C'est-à-dire que le stigmate n'est en aucun cas un absolu. Il est fonction d'un contexte, d'une période, d'une atteinte, d'une psychologie aussi, d'une manière de réagir à. Donc en gros, très classique, j'ai pris que l'exemple d'un homosexuel ou d'une homosexuelle, parce que c'est l'exemple qu'on voit le plus souvent. C'est l'homosexuel qui ne se déclare pas homosexuel, qui se le déclare à peine à lui-même, et qui se marie avec une femme si c'est un homme, ou avec un homme si c'est une femme, et qui fait même des enfants. Donc là, il nie très clairement ce qu'il pense être éventuellement un stigmate, c'est-à-dire une marque négative qui pourrait être dégradée, où il pourrait perdre son boulot, ou l'estime de ses parents, etc. Je vous donne par exemple
un exemple brutal. Sur une des enquêtes avec Sylvain Ferrez sur les personnes vivant avec le HIV, j'ai fait un entretien avec une personne qui n'avait dit à personne d'autre qu'à son médecin qui s'occupait de lui qu'il était atteint du HIV, pour la simple et bonne raison que son frère est mort du HIV dans les premières vagues fin des années 80, et sur son lit de mort, alors même que son frère était en train d'agoniser, sa mère l'a traité de sale petit pédé, son frère. Vous vous rendez compte que dans ce contexte-là, pas très bienveillant, quoi. Donc, je comprends qu'il l'ait gardé pour lui, quoi. Donc, ça fait plus de 30 ans maintenant qu'il ne dit à personne qu'il est homosexuel et malade et en traitement. Donc, il cache à tout le monde dans son boulot, ses voisins, personne n'est au courant. Donc, vous voyez, les stratégies peuvent aller très loin. Il y a une limite de la schizophrénie, avoir une double ou une triple vie. Je vous rappelle que les homosexuels dans le sport de haut niveau, par exemple, fonctionnent sur 2 ou 3 emplois du temps différents, comme ça, 2 ou 3 plannings, 2 ou 3 agendas, puisque la plupart ne se déclarent pas homosexuels. Dans la dernière enquête, hein, c'est des proportions énormes. Donc la deuxième, un peu plus soft, c'est de masquer son stigmate. J'ai pris cet exemple-là, mais je ne suis pas sûr qu'il soit bon. C'est une joueuse dans un sport de tradition masculine, comme le foot ou le rugby, par exemple, qui ferait encore plus la dure que ce qui est exigé par les règles. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment... Mais ça serait le contraire. Donc je savais que j'avais fait une connerie. Mais c'est normal, hein, après minuit... Donc voilà, vous voyez l'idée à peu près, masquer son stigmate. Alors si, ça peut être un stigmate. Dans une de mes enquêtes, par exemple, j'ai une joueuse de foot, une jeune joueuse de foot qui s'était blessée, qui s'était fait une grosse entorse. Et elle n'avait jamais osé dire à ses copains de classe, ses copines de classe, qu'elle faisait du foot. Donc elle s'était dit, elle m'avait dit en entretien, j'ai roulé sur un caillou. Au lieu de dire, et alors qu'elle avait roulé sur un ballon. Mais elle avait tellement honte de dire qu'elle faisait du foot, qu'elle a nié en fait, la cause même de sa blessure. Vous voyez jusqu'où ça va, hein, le masquage, il peut aller très loin. Hein. Alors même que ses parents étaient plutôt encourageants hein, pour sa pratique de foot. En plus, elle était bonne, elle était en équipe bretonne, par exemple, donc elle était plutôt à un bon niveau. Alors on peut utiliser son stigmate aussi. J'ai essayé de vous indiquer, j'essaye de vous montrer que on ne fait pas que subir les choses. On peut aussi manipuler. Goffman parle de gestion, hein, de management, du stigmate, on peut gérer ce stigmate. Donc on peut par exemple séduire, ça c'est un classique hein, chez les femmes qui font des sports de tradition masculine, c'est-à-dire qu'elles font une vacherie sur le terrain, mais mine de rien, elles font un petit clin d'œil à l'arbitre en espérant que ça va passer comme ça. Et ça passe mieux que si c'est un mec qui fait un clin d'œil à un arbitre, surtout si c'est un homme. Vous voyez le truc ? Donc on voit comment on peut utiliser le fait qu'on risque d'être pénalisé parce qu'on est une femme et qu'on n'attribue pas à une femme des actes violents. Il y a des impensés comme ça, hein. Le fait qu'une femme soit violente. Avec mes collègues Baudin et Robben, on a travaillé il y a longtemps sur le hooliganisme. Et en visionnant avec les responsables de sécurité des stades en France les vidéos des actes hooligans, on pouvait constater qu'il y avait des hommes qui étaient hooligans, mais il y avait aussi des femmes. Mais les femmes, elles n'étaient pas simplement là pour passer les banderoles ou les fumigènes, entre parenthèses dans leur vagin, hein. C'était la technique à l'époque, hein, pour rentrer sur les stades. Elles les planquaient où elles pouvaient. Donc elles étaient des mules, hein, vous connaissez ça dans le trafic de drogue, hein, ouais. Mais elles frappaient elles aussi. C'est-à-dire qu'elles ne faisaient pas que regarder les battes de baseball voler, quoi. Hein. Et donc nous on disait, mais vous voyez bien qu'il y a des femmes qui frappent là. Et les responsables de sécurité, tous des hommes, ne voyaient pas les femmes frapper. Ah non, tu crois ? Non, elle participe juste, là, elle a aidé, quoi, c'est tout. Ouais, mais quand même, là, elle lui donne un grand coup de branquin, là, non, dans la tronche. Donc il y avait un impensable qu'une femme puisse frapper un mec et peut-être même le tuer. Alors, la solution qu'utilisent le plus souvent les sportives et les sportifs quand ils sont dans une situation de stigmatisation possible, c'est qu'ils migrent vers d'autres lieux. Donc, soit ils créent des clubs spécifiques, c'est ce que font par exemple les Pakistanais et les joueurs de foot d'origine asiatique au sens large du terme en Angleterre, à force de subir des insultes racistes sur les terrains, dans le championnat traditionnel anglais, eh bien, ils ont créé leur propre ligue. C'est ce qui a été fait il y a 50 ans aux États-Unis, au baseball, par exemple aussi, où les négros ont créé la ligue, la Negro League. Je dis exprès négro, parce que vous savez que c'est pas politiquement correct. Quoique, on en a discuté hier et ce matin, ça dépend dans quel contexte. Par exemple, j'ai des collègues qui ont travaillé sur des basketteurs NBA émigrés
parce qu'ils n'avaient pas leur place sur le terrain NBA, ils étaient juste remplaçants, mais je vous rappelle que même si tu es remplaçant en NBA, ça veut dire que tu sais un petit peu jouer au basket. Quand ils viennent au Danemark ou en Suède, c'est des super classes, quoi. Hein, ils sont vachement meilleurs que les Suédois et les Danois de base, quoi. Et donc, entre eux, ils se traitaient de négro, sale négro, hyper light, super light, extra light, hein, plus blanc que blanc, hein, c'est le sketch de Coluche aussi, hein, plus noir que noir, Ku Klux Klan. Hein, ils se balancent des vannes comme ça entre eux. Mais c'est les meilleurs, ils n'ont pas tellement de risques. Leur place est assurée dans le 5 majeur de leur équipe, donc ils jouent entre eux en gros. Hein. Ils jouent en Suède ou au Danemark, mais ils jouent entre eux. Donc vous voyez, ils peuvent se permettre ce genre de choses. Si vous arrivez dans le vestiaire, vous les traitez de sale négro ou de extra light, ça va mal se passer pour vous. Hein. Dans le contexte, on en a parlé tout à l'heure dans les groupes, c'est suivant le contexte, suivant est-ce qu'on connaît ou pas les gens, vous avez beaucoup souligné ça tout à l'heure. D'accord ? Donc il y a des environnements qui peuvent être bienveillants, y compris pour des actes qui sont condamnables comme ça. À extra light ou Ku Klux Klan, c'est pas très gentil comme phrase. Mais si c'est dans un entre-soi, c'est comme ça que les sociologues parlent, hein, dans un entre-soi, c'est jouable. Et c'est même un renforçateur d'identité collective. Hein. Troisième point, je suis trop long peut-être, 27 minutes, oui, je suis beaucoup trop long. Les discriminations esperluettes, c'est juste pour vous faire le malin. Hein. Je ne connaissais pas avant d'écrire ce bouquin. Le sigle que vous voyez entre parenthèses, c'est l'esperluette. Hein, je ne savais pas non plus. Hein. Et donc un des moyens, les Anglais parlent de ampersand effect, les discriminations sont cumulatives. Elles s'associent. Elles peuvent en tous les cas s'accumuler sur les groupes stigmatisés ou les individus. C'est la blague de Coluche que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a des petits, des beaux, des moches, des noirs. Bon. Donc il y a bien une histoire, comme l'a dit très bien tout à l'heure Cécile, d'administration et de gestion. La difficulté en fait avec les discriminations, c'est qu'elles ont plein de formes. Alors j'ai des beaux petits schémas, mais je pourrais vous les montrer si ça vous intéresse. Elles sont plus ou moins directes, hein, et en fait elles sont de plus en plus indirectes et de plus en plus voilées, médiatisées. Alors il y a des discriminations qui sont à la mode. Quand j'ai fait la recension, par exemple, de la revue scientifique internationale, je me suis rendu compte qu'en gros, la race et le genre étaient les deux gros objets d'étude des sociologues du sport. Et puis ils oubliaient plein d'autres trucs. Par exemple, les anciens, les vieux, ou les personnes en situation de handicap. Par exemple, les personnes malades chroniques n'existent pas, hein, dans la sociologie des sports. En tous les cas, en 2008-2010, il n'y avait aucune enquête sur les malades chroniques. Or, ça fait pas mal de monde, hein, les personnes qui vivent avec une maladie chronique, des maladies chroniques. Vous savez que plus on vieillit, plus l'espérance de vie augmente, plus vous avez une probabilité grande de vivre avec un handicap en lien avec une maladie plus ou moins dégénérative. La difficulté, là encore Cécile l'a très bien dit, c'est que malheureusement, les discriminations dans les sports sont ce qu'on appelle, en sociologie, elles sont structurelles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas simplement une erreur d'un individu dans un coin qui pourrait être maladroit, hein, comme un ancien ministre judoka qui a une finesse d'un bourrin, hein, d'accord, hein, non, c'est qu'elles sont organisées, entre guillemets. Alors il n'y a pas un grand méchant loup derrière, quoique. Les enquêtes montrent que le pouvoir blanc, ce que les Américains appellent la whiteness, hein, on pourrait appeler ça la blanchité. Moi, je l'ai traduit blanchitude, mais apparemment, je me suis gouré. Donc, en gros, les white anglo-saxons protestantes, etc., on peut rajouter hétérosexiste. Hein, j'ai mis le H pour hétérosexiste. Donc, il y a bien quelque chose de cet ordre-là, d'imposition structurelle. C'est-à-dire que c'est inscrit nulle part dans les règlements. Tu ne recruteras pas d'Asiatiques. Hein, ils sont invisibles, les Asiatiques. Vous n'avez jamais posé la question ? Dans le sport de haut niveau français, il n'y a pas d'Asiatiques. On est les meilleurs en karaté et en judo. Il n'y a pas un Chinois, pas un Vietnamien dans le coin. Où sont-ils ? Hein, ça a été la question qui était à l'origine de mes premières enquêtes avec mes étudiants il y a 10 ans. Mais où sont les Chinois ? On en parle, ils sont dans certains quartiers, c'est ce qu'on dit, hein, ils sont ghettoisés. Hein. Mais ils sont invisibles dans les sports, c'est bizarre, surtout dans les sports où ils pourraient éventuellement... Alors en ping-pong, on s'amuse toujours. Hein. Quand tu croises un mec qui a les yeux bridés, tu dis « Oh merde, putain, il va être bon ». Stéréotype, hein. Il peut être aussi mauvais que toi. Hein. Mais tu as peur, parce que tu te dis « Oh là, ça peut être mauvais ». En général, le stéréotype se confirme, tu te fais bananer sérieusement en général. D'accord, donc vous voyez, le problème, on en rigole, mais le problème c'est qu'il y a une administration comme ça, des stigmates, et des discriminations notamment. Donc, elles sont persistantes,
elles sont maintenant voilées, tout simplement parce qu'elles sont pénalisables. Et elles sont très peu pénalisées. C'est ce que j'aimerais souligner avec vous ici. Ça passe donc par les communications non verbales, CNV. Hein, donc le plus souvent, maintenant, les discriminations, c'est des non-dits. C'est des choses du genre du soupir, du « oh, t'as vu comment elle s'habille hein ?» etc. Mais tu le dis pas fort. Parce que si tu dis trop fort, hein, si tu dis sale pute trop fort, t'as vu, elle est habillée comme une pute. Hein. Alors, il y a des petites vidéos sur Internet hein, de joueuses de tennis très connues, notamment les meilleures mondiales, pour pas dire la meilleure, où une fois, Williams, la tennisman, a eu le malheur, entre guillemets, je ne sais pas si elle a fait par provocation ou pas, de prendre un shorty couleur de sa chair. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop si elle est nue ou pas, complètement épilée. On se dit, tiens, elle est complètement épilée. Hein. En fait, non, elle a un shorty couleur chair brune. Hein. D'accord ? Allez voir les petits trucs, les commentaires qui tournent autour de ces vidéos. C'est affligeant. Affligeant. Là, on est au niveau, dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure en groupe, du lâcher de banane sur un terrain de foot. Hein. C'est à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des mauvais traitements derrière tout ça. D'accord, elles sont voilées. D'accord, elles devraient être pénalisées, mais le plus souvent, elles ne sont pas pénalisées. Parce qu'il y a peu de plaintes. Pour la simple et bonne raison que les gens peuvent ne pas en avoir conscience. C'est là où ça devient compliqué. C'est qu'un stigmate et une discrimination peut être tellement intériorisé par la personne qui est victime qu'elle n'en aura presque pas conscience. Et que si elle en a conscience, elle risque très peu d'intervenir dans une logique d'explicitation et de démonstration d'une preuve devant un tribunal, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va pas être suivie par son club, son entraîneur, par ses coéquipiers et coéquipières. Donc il y a très très peu en fait de plaintes pour viol. Par exemple, il y a des viols dans le sport, de haut niveau ou pas. Et il y a très très peu de plaintes pour viol. D'accord, c'est tellement douloureux, certaines situations sont tellement douloureuses que la victime peut les oublier, au sens psychologique du terme, pendant 5, 10, 15, 20 ans. Et quand tu te réveilles au bout de 15, 20 ans et que tu arrives à mettre des mots sur ce qui t'est arrivé, eh bien, il y a prescription. Et là, tu ne peux plus porter plainte. Ça, c'est un exemple qu'on rencontre très couramment. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment euphémisation ? Est-ce qu'il y a un adoucissement des discriminations et des stigmatisations ? Eh bien, la plupart des enquêtes que je mets en œuvre montrent qu'on est très loin d'un adoucissement ou d'une euphémisation des actes de violence. Ce sont des violences, je vous rappelle, hein, ces discriminations et ces stigmatisations. Alors, on se rassure un petit peu avec des luttes contre la discrimination. Depuis 15 ans, on met en place des programmes d'égalité, des programmes de... Hein. Alors, parfois sur des formes positives de discrimination, avec les quotas, etc. Cécile vous l'a très bien montré, on est à la rue totale, sur plein de niveaux. Que ce soit en termes d'équité homme-femme, d'équité ethnique, d'équité religieuse. On est très très loin du compte. Hein. On est vraiment dans une logique très blanche, hein, de blanchité, hein, vraiment très judéo-chrétienne. Tout ce qui est en dehors de ce créneau-là a peu de place dans le monde du sport en France, par exemple. Quatrième notion, le genre et les stéréotypes, j'y viendrai progressivement. La question du genre et du masculin, je ne veux pas perturber la relative quiétude de l'amphi, hein, c'est même, je vous remercie d'être aussi calme, je ne m'attendais pas à ça. La question du genre, elle pose problème actuellement, hein, vous en avez forcément entendu parler si vous habitez en France, avec le mariage pour tous. Et sous peine de vous compliquer un petit peu les neurones et les relations synaptiques, il y a beaucoup plus que du masculin et du féminin, hein, il y a beaucoup plus que du binaire dans la vie sociale et culturelle. S'il y avait que du masculin et du féminin, et si je vais plus du côté, non pas du genre, mais du sexe, que des hommes et des femmes, ça serait assez facile. Et du coup, là, le sport serait adapté, puisqu'on a des catégories masculines et féminines. Le problème, c'est que, et biologiquement, et socialement, il y a beaucoup plus que deux catégories. Donc dès qu'on impose deux catégories, homme, femme, féminin, masculin, on écrase donc les minorités des intersexués, des LGBTI, hein, etc., etc. C'est-à-dire de toutes les minorités sexuelles d'orientation sexuelle ou des minorités, j'allais dire, en sens biologique du terme, hein,
Alors, il suffit de taper sur Internet, je sais pas moi, Chemail, par exemple, pour ceux qui sont un petit peu curieux, ou d'autres, hein, Ladyboy. Hein, si vous tapez ces deux mots avec vidéo, vous allez voir qu'il y a d'autres manières d'être homme ou femme, ou masculin ou féminin, et des manières qui sont très valorisées. Il y a des concours de Ladyboy, par exemple, en Asie du Sud-Est, hein, donc des hommes transformés en femmes, qui valent largement notre Miss France féminine, hétérosexiste, en tous les cas, c'est comme ça qu'elle est présentée. Donc le genre, il est construit, comme le sexe d'ailleurs, hein, sans vouloir être trop lourd. Ouais. Un genre, ça se construit continuellement, et le sexe aussi. On peut changer de sexe. D'ailleurs, une bodybuildeuse, si elle force un petit peu trop sur les stéroïdes et les hormones mâles, elle va très vite se transformer physiquement en quelque chose qui est autre chose qu'une femme. Hein, quand le clitoris fait 10 cm, on appelle ça un micro-pénis. 6-10 cm, c'est un micro-pénis pour les médecins. Ouais. Donc il y a des chirurgies. Parce que c'est en string, hein, sur l'estrade. Ça peut heurter les jurys, donc tu peux ne pas gagner. D'accord ? Donc on en rigole, mais malheureusement, c'est les souffrances qui vont avec, quoi. Parce qu'il faut trouver un chirurgien qui va accepter cette réduction du clitoris qui est devenu un pénis. Ouais ? Donc il y a ça, c'est une version, il y en a bien sûr plein d'autres. Sur les gens, je vous rappelle la blague de Desproges. Vous ne connaissez pas Desproges, hein, pour la plupart d'entre vous, mais il dit en Allemagne de l'Est, à l'époque, c'était la confrontation Est-Ouest. Hein. En Allemagne de l'Est, il y a 3 catégories. Les hommes, les femmes et les nageuses olympiques. Ah, ça faisait beaucoup rire, ça, hein, à l'époque. Donc on voit bien comment les rôles sont déterminés, construits socialement tout le temps. Et donc si vous n'êtes pas dans les rôles qui sont dominants, eh bien vous risquez d'être considéré comme un déviant. Et donc vous tombez sous le coup d'un déclassement social, et parfois brutal. Et on l'a évoqué là encore hier ou tout à l'heure, dans un groupe avec mon collègue là, qui animait le groupe. Un adolescent a plus de 10 fois plus de risques de se suicider si il subit des insultes homophobes, même s'il n'est pas lui-même très au clair sur son orientation sexuelle. Il suffit d'être dans un contexte stéréotypique qui vous écrase par une insulte de ce type pour que vous passiez plus de 13 fois plus souvent à l'acte et que vous réussissiez. Vous savez, la différence entre le suicide masculin et féminin, hein, c'est que les hommes, ils tentent moins, mais ils réussissent plus. Les femmes tentent plus et réussissent moins, entre guillemets, à se donner la mort. Il faudrait rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas tout à fait le cas, suivant qu'on est jeune ou vieux. Hein, les vieux hommes, par exemple, réussissent très bien à se suicider. Mais vous n'en entendez jamais parler. Hein, les hommes âgés qui découvrent qu'ils ont une maladie grave, par exemple, arrivent très très rapidement à se suicider. Mais on le camoufle. Alors les stéréotypes, eh bien ce sont des représentations simplifiées, reproductibles, c'est ça que veut dire le mot stéréo, hein, qui se reproduit et qui peuvent même être transversaux dans différents contextes. Les institutions comme la famille, l'école, la médecine, n'arrête pas d'imposer ces codes stéréotypiques, ces manières de voir d'une manière simplifiée des groupes. Donc c'est quelque chose comme une généralisation abusive. Donc les Noirs sont considérés de cette façon, les Asiatiques de cette façon, les Bretons de cette façon. D'accord ? Bien sûr, tous les Bretons ne sont pas de cette façon. Mais c'est l'étiquette qu'on appose qui est justement simplifiée et réductrice. Et donc dès que vous allez rencontrer un Breton, vous allez, par facilité, en fait, le catégoriser de telle manière. Ouais. Donc il faut que vous sachiez que les stéréotypes sont utiles à la vie sociale. Sans stéréotypes, on ne pourrait pas vivre ces catégories. Alors ils sont caractérisés, je ne rentre pas trop dans la théorie, parce qu'à midi, il y a autre chose de plus important qui arrive. Suivant les théories, elles sont soit présentées comme des schémas qui guideraient les catégorisations qu'on met en place tous les jours. Il y a des gens riches, des gens pauvres, des gens. Hein, voilà ce qu'est un riche, voilà ce qu'est un pauvre, voilà ce qu'est un sportif, un bon sportif, un mauvais sportif, une bonne femme. Je fais des jeux de mots, hein, etc. Alors c'est plus ou moins des croyances qui sont validées pour d'autres auteurs, et certains auteurs sont plus raides, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ça fonctionne comme des théories implicites de la personnalité. C'est-à-dire que c'est rivé aux individus et aux groupes. C'est-à-dire que là, on est sur une sorte de fixation du stéréotype, d'une naturalisation du stéréotype. On considère que pour
portugais sont comme ça. Et c'est normal qu'ils soient comme ça. Vous voyez, la catégorisation peut être plus ou moins souple. Alors, il y a des variations théoriques. Si vous continuez en master et surtout en thèse, vous verrez qu'il y a plein de manières d'aborder un même contexte. Je vous ai mis les auteurs, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Alors, il y a un sketch de Foresti qui est extraordinaire sur les différences hommes-femmes. Hein, c'est l'homme qui se coupe avec une enveloppe et qui a l'impression de mourir. Vous connaissez ce sketch? Il est génial. Et puis, elle, Foresti, qui parle au nom des femmes. Comme si Foresti pouvait rassembler toutes les femmes. Hein. Ben non. Hein. Mais elle, c'est de l'humour. C'est justement d'extrapoler à toutes les femmes. Et elle considère l'accouchement comme étant le Vietnam. C'est le Vietnam à nous. Vous connaissez un petit peu ça? Ben là, on fonctionne à fond sur les stéréotypes. Les humoristes, ils nous font rire parce qu'ils manipulent les stéréotypes à longueur de journée. Et moi, j'utilise beaucoup les humoristes pour ça. Même s'ils n'ont pas la rigueur scientifique mais ils sont intéressants par ce décalage. Alors, ils sont utiles à la vie sociale parce qu'ils permettent la catégorisation, donc ils permettent d'accentuer les différences avec le groupe distinct. C'est ce que montrent toutes les enquêtes de psychosociologie et de sociologie. Ça permet de faire une différence entre eux et nous. Et donc, ça rassure. C'est en ce sens-là que les stéréotypes sont utiles. Et c'est en ce sens-là que c'est compliqué de les combattre, puisqu'ils sont utiles. Vous voyez le problème, il est là, en fait. S'ils étaient qu'indélicats et réducteurs, et simplement réducteurs, bah, il suffit d'y réfléchir un petit peu. Le problème, c'est qu'ils nous servent à vivre. Et quand tu es un entraîneur, tu as un gros problème qui arrive à toi. Dès que tu as quelqu'un qui est un peu différent de tes entraînés habituels, tu risques de lui appliquer, sans que tu le veuilles, une catégorie qui n'a rien à voir avec cet individu. Mais tu ne vas pas t'en rendre compte. Alors, ça va très très loin. Hein. La semaine dernière, j'ai assisté à un colloque, donc spécialiste des odeurs. Il montrait comment l'odeur d'un individu pouvait radicalement transformer notre jugement sur lui. On va l'évaluer positivement ou non, suivant son odeur. Donc les psychosociologues, ils s'amusent à manipuler l'odeur. Ils mettent de la soupline sur quelqu'un, ils lui font rentrer dans une salle, ils le font évaluer par des étudiants ou des comparses, enfin des enquêtés. Et puis ils font la même chose avec du parfum de luxe. Et la même personne, avec le même discours, avec les mêmes compétences, le même CV, va être vécue et évaluée d'une manière radicalement différente. Donc si vous avez un oral à passer, aspergez-vous d'encens, ça va calmer le jury. Et surtout, ne mettez pas de soupline. Surtout pas quelque chose qui ressemble à une odeur de soupline. Pour passer comme quelqu'un de sérieux dans son boulot, il faut s'asperger de parfum masculin. Donc les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez être recruté, vous aspergez de X. C'est ce qui fonctionne. C'est ce qu'en tous les cas montrent tous les protocoles de psychosociologie. Vous voyez un petit peu comment on peut être manipulé par des indicateurs aussi subtils que l'odeur d'un individu, qu'on va attribuer à des compétences professionnelles. Ça fait peur quand on le dit comme ça. Bien sûr, les marketeurs, les spécialistes en marketing, passent leur temps à vous manipuler de cette manière-là. Et d'ailleurs, vous allez apprendre en cours de marketing, ceux qui font management, ils vont apprendre à manipuler et à cibler comme ça, à être meilleurs. Donc, ça permet de faire la différence entre eux et nous, d'accentuer les différences et de minimiser les différences à l'interne dans ton groupe. Tout à l'heure, j'ai rigolé parce que dans le groupe, il y avait une personne qui parlait peu par rapport à l'homosexualité. Et je vois bien pourquoi elle parlait peu. C'est-à-dire que ça se voyait comme les yeux au milieu de la figure. Mais comme elle ne l'a pas dit à ses copains, elle a fait comme si elle était hétéro. Rien. Avec les personnes vivant avec le HIV, c'est pareil. Il y a des manifestations qu'on peut repérer. Je ne dis pas que l'homosexualité peut se repérer tout le temps, bien sûr. Mais il y a des fois des personnes qu'on peut repérer facilement. Oui ? C'est-à-dire pour ça que je travaille exclusivement à distance, sans voir les gens, pour ne pas justement biaiser ma manière de voir les individus et de leur poser des questions. Parce que si vous suspectez telle ou telle orientation, eh bien vous risquez de ne pas oser poser certaines questions plutôt que telle autre. Pour un protocole scientifique, c'est jamais très bon. Donc, presque la fin. Les stéréotypes sont donc largement intériorisés. Pendant l'enfance, l'adolescence, ils fonctionnent comme lorsque les compétences ne sont pas reconnues, mais le problème, c'est qu'ils fonctionnent aussi quand les compétences sont reconnues. C'est-à-dire qu'une personne, une sportive par exemple, peut être compétente en foot ou en rugby, mais être persuadée de ne pas être compétente et être persuadée surtout que les autres ne vont pas la percevoir comme quelqu'un de compétent.
et donc ne pas s'autoriser à postuler pour tel ou tel poste ou telle équipe. Vous voyez le côté pervers du truc? C'est que si vous avez l'impression que le contexte n'est pas bienveillant, eh bien vous allez vous fondre dans la masse, vous n'allez pas montrer votre singularité, au risque de pécher, de peiner, d'être évalué d'une manière négative. Donc ça agit, ça influence en termes de cognition, de motivation et aussi de comportement. C'est l'approche situationnelle des stéréotypes notamment qui montre ça. C'est-à-dire qu'elles se déclassent elles-mêmes en étant sûres qu'elles ne seront pas bien classées. Ça a été montré par exemple pour les entraîneurs de sport collectif aux États-Unis, où les joueuses qui passaient des diplômes d'entraîneurs, les femmes dans les sports de tradition masculine, osaient beaucoup moins à compétences égales qu'avec les hommes, osaient beaucoup moins passer les diplômes supérieurs d'entraîneur principal. Elles s'auto-excluaient. Parce que, elles savent qu'elles vont être évaluées différemment, et deux, elles savent que si elles montent dans la hiérarchie, c'est le fameux plafond de verre, elles vont avoir encore plus de difficultés à démontrer leurs compétences. Et devant de ce mur, on appelle ça un plafond, mais c'est un mur en même temps qu'un plafond, eh bien, le plus souvent, elles abandonnent. 47 minutes, donc j'arrête sur l'exemple lesbien avant de conclure. Le label lesbien, c'est vraiment, vraiment des enquêtes qui ont été faites beaucoup dans la sociologie du sport, donc qui mesurent entre guillemets le degré de lesbophobie du milieu. Donc je vous ai listé quelques exemples d'influence perverse des stéréotypes lesbiens. Alors ça donne ça, c'est que et les entraîneurs masculins, les parents préfèrent que leurs filles soient entraînées par des entraîneurs masculins. C'est plus sérieux. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais ils en sont tellement persuadés que si jamais il y a une entraîneuse qui arrive, le mot n'existe pas en français, eh bien, elles vont peut-être demander à changer d'équipe, parce qu'elles vont considérer qu'elle ne sera pas compétente. La représentation médiatique de l'hétérosexualité et de la surféminité agit beaucoup dans ce milieu. Et il est très rare que, par exemple, si je prends un exemple de sportif de haut niveau, qu'une sportive de haut niveau arrive à exiger qu'elle ne soit pas filmée en maillot de bain, par exemple, ou avec une poitrine plongeante, une vue sur sa poitrine plongeante. Quelques sportifs de haut niveau, quelques nageuses notamment du nord de l'Europe, parce qu'elles avaient des contrats publicitaires particulièrement importants, ont exigé de ne pas être pris, par exemple, en maillot de bain, pour faire la première page d'un magazine sportif. L'apologie de la féminité et de la maternité qui va avec, réelle ou supposée, est parfois mise en exergue par les fédérations qui exigent que les joueuses montrent leur féminité avec des jupes, par exemple, ou avec leurs enfants. On n'en est pas arrivé à la location d'enfants pour être pris en photo, mais on est déjà arrivé, dans le domaine de l'homosexualité, par exemple, à la location de mannequins pour être pris en photo par des paparazzi pour passer pour un hétéro. Ça a été fait par des joueurs de football qui ont gagné la Coupe du Monde, par exemple. Donc on voit bien, et ça peut aller bien sûr jusqu'à l'exclusion, pour ne pas dire plus, puisqu'il y a des lynchages. Malheureusement, il y a des morts. Au Brésil, par exemple, on estime à 300 meurtres par an homophobes. Donc on voit bien qu'il y a des stéréotypes qui sont imposés, avec un fond qui est que la lesbienne serait dangereuse. Alors on peut y aller à fond, pour le sport et pour l'humanité. S'il y a trop de lesbiennes, il n'y aura plus de reproduction hétérosexuelle, donc notre espèce va être en faillite à plus ou moins court terme. Vous voyez les peurs qui se greffent là-dessus. Je termine. Ceteris paribus, pour faire le malin, en latin, ça veut dire toute chose égale par ailleurs. Tout se passe comme si le bon sens sportif était masculin. Et donc le stéréotype du masculin est supérieur fonctionne à plein régime dans le sport, dans les fédérations, dans les ligues, au plus haut niveau et au plus petit niveau. Et bien sûr, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à déconstruire. Déconstruire ce stéréotype de la puissance masculine par rapport à la supposée fragilité féminine. On est bien sûr dans la présupposée supériorité masculine. Ouais, il faut être capable donc de déconstruire à la fois ce qui est supposé être supérieur chez les hommes et ce qui est supposé être inférieur chez les hommes ou les femmes, ou les masculins et les féminins. Donc on peut se poser la question si certaines fédés, certains sports ne sont pas aux ordres masculins. Et même s'il y a eu d'énormes avancées, sur les 20 dernières années, il y a d'énormes avancées. Quand Catherine Nouveau a
commencé, avant justement Caroline Chimot, à clarifier qui avait le pouvoir dans les instances fédérales, on était, il y a 15 ans, à deux présidents de fédé, je crois. Et maintenant, on a quand même multiplié par 6 ou 7. On avance. Pareil pour les DTN, etc., etc. Donc, je vous ai donné cet exemple-là sur le bouquin qu'on avait fait justement collectivement. Il y a bien quelque chose de cette mise en ordre masculine. Alors, je termine par une note positive quand même, mais en vous incitant, comme l'a fait très bien Cécile, à vous forcer à voir ce qu'on ne vous montre pas. Ce qu'on ne vous montre pas, c'est justement, alors j'ai pris un exemple historique, mais on pourrait prendre des exemples récents, comme l'a très bien dit sur l'escalade, hein, il y a des exemples historiques qui devraient être célèbres et qui ne le sont pas. Alors que le kidam moyen ne soit pas au courant, ça passe. Mais que des étudiants STAPS ne soient pas au courant qu'il y a eu des records du monde féminins qui ont tenu, tout mixte, hein, tout sexe confondu, tout genre confondu, qui ont tenu pendant des décennies, là, ça pose problème. Donc, ça veut dire qu'il y a un déficit de chevronisation, hein, de mise en valeur, de surclassement des exploits féminins, si on prend l'exemple des exploits féminins. Donc, je vous en ai donné 2, cités par Thierry Terret. Et voilà la photo classique, même si je ne suis pas un historien, j'ai qu'un DEA d'histoire, mais je n'utilise pas l'histoire comme outil préférentiel pour mes études. Là, on voit bien comment la nageuse qui a gagné, qui a détenu ce record, est encadrée par du masculin. C'est-à-dire que, en gros, cette image nous laisse à penser et nous laisse supposer que sans les hommes qui sont autour d'elle, bien habillés, elle n'aurait probablement pas réussi cet exploit. Donc on voit bien qu'on retombe dans un stéréotype classique de l'infantilisation féminine dans les sports. Donc voilà ce que je voulais insister avec vous. Pour la petite histoire, eh bien, elle a gagné et elle a même vécu très longtemps. Elle est morte il y a très peu de temps, il y a une dizaine d'années maintenant, cette championne. Mais elle est morte dans l'oubli, sans être connue et reconnue à sa juste valeur. Je vous remercie. Est-ce que vouloir vraiment instaurer des quotas ou des choses comme ça pour essayer d'évoluer, ça ne va pas renforcer l'idée et la création de stéréotypes? C'est justement, vous savez que les États-Unis, les pays anglo-saxons en général, ont développé des quotas depuis très longtemps. Et ils en reviennent, parce qu'ils ont justement évalué ces politiques de quotas et ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça n'améliorait pas les choses. Alors, les exemples classiques aux États-Unis, c'est, vous savez, que dans les universités, les collèges recevant de l'argent fédéral, ils ont imposé l'équité. Donc, on ne pouvait recevoir de l'argent fédéral que si on avait autant d'équipes masculines engagées que d'équipes féminines. Ça, c'était en 1972. Il y a eu des révisions depuis, quelques années plus tard, dizaines. Toutes les enquêtes d'évaluation ont montré que les universités préféraient ne pas toucher de l'argent fédéral et maintenir les équipes masculines dominantes en trouvant des sponsors ailleurs, d'autres sponsors, plutôt que de répondre à cette équité qui leur a été imposée par ce biais de l'argent. Vous voyez le côté pervers de la chose. Parce que les mentalités, finalement, elles ne sont pas prêtes. Alors, si on a, vous voulez en parler, si on attend que les mentalités soient prêtes... Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Norbert Elias, vous avez tous vu, parce qu'en STAPS, c'est un... Alors, je vous le dis, moi, Elias, à ma manière, Elias donc a travaillé sur la civilisation des mœurs, c'est des expressions qui ne sont pas utilisées actuellement, mais il a montré comment les choses pouvaient être adoucies, mais surtout, il a montré quel était le vecteur du changement des mœurs. C'est pas la science, c'est pas les connaissances scientifiques, j'en suis désolé, mais malheureusement, c'est pas les sciences qui permettent de changer les comportements. Si vous pouviez changer vos comportements qu'avec des idées rationnelles, aucun d'entre vous continuera à fumer, puisque c'est écrit « fumez-tu » ou « produit de l'impuissance ». Donc, à moins d'être débile profond, vous arrêtez tout de suite. Donc, la connaissance rationnelle des risques, vous allez risquer en fumant, en continuant de fumer, vous allez mourir au moins une fois sur deux.
et dans les 30 ans, en moyenne, vous allez avoir un cancer, du larynx ou des poumons, cette connaissance-là, vous n'êtes pas à changer. Et Elias, c'est justement celui qui a montré que pour changer les comportements, il faut taper où ça fait mal, c'est-à-dire taper sur le prestige. C'est le risque de perdre du prestige. Si jamais, en continuant à fumer ou en continuant à être un gros vilain de macho, vous risquez de perdre la considération des proches, de ceux qui sont importants pour vous, là, vous allez changer de comportement. Donc il faut faire beaucoup plus fort que de montrer des images choquantes. Il faudrait être capable de montrer des vidéos de personnes que vous connaissez qui sont en train de souffrir et de mourir. Ainsi, je suis un peu... Vous voyez le truc. Et donc de voir votre père, par exemple, avoir des propos machos, misogynes, etc. Ça pourrait éventuellement peut-être vous faire prendre des distances avec votre père, mais en tous les cas, être salutaire dans vos futurs comportements. Vous voyez, je suis un peu rapide pour vous le dire. Laurent ? Voilà, même question. Je dis que c'est pas forcément une science de changer, mais par contre, dans les ISP, dans les USM, on voit même pas de module de formation sur l'identité, et du coup, on peut se poser la question sur la formation des enseignants, si, du coup, pour déconstruire tous ces stigmates et stéréotypes, on peut, du coup, avoir des modules de formation pour que... Et ça, c'est pas fait à l'heure actuelle. Pas partout. C'est pas très bien fait. À titre personnel, si je suis focalisé sur ma petite vie de prof, j'ai donc quand même commis ce bouquin. Je crois que je fais 3 heures par an sur une promotion sur les discriminations dans le sport. Voilà la place. Alors, je fais pas plus de forcing, justement. C'est un argument pour moi, pour dire, vous voyez, si on laisse faire les choses, on n'a aucun espace de parole. Et Cécile est là, est très bien placée, et Fabienne encore plus peut-être, hein, pour être dans le côté, il faut que je montre, il faut que je m'impose davantage. Moi, j'avoue que je suis fatigué. La question de la formation des enseignants, on peut quand même juste préciser que c'est un des prolongements des ABCD l'égalité, avec effectivement là depuis 2014, cette injonction dans le plan d'action du ministère de l'Éducation nationale à mettre en place dans toutes les ESPE des modules autour de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Massira peut sans doute aussi dire qu'effectivement ça a résisté très fortement jusqu'à présent dans les ESPE et qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec ça. Bon, on va rester sur cette lueur d'espoir peut-être. Sauf que les injonctions, si je vous rappelle ce que je viens de vous dire, cette imposition normative risque d'être opposée à des résistances encore plus importantes. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire. Parce que ça ressemble un petit peu au quota en fait quand on le fait comme ça. Ça repose. Et les quotas, c'est parfois indispensable. C'est un outil à un moment donné. Oui. Alors une sensibilisation, oui. Donc oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein, mais effectivement, derrière, il y a des choix politiques. Et la plupart des gens qui ont des postes de pouvoir ne prennent pas le risque pour leur carrière de mettre en œuvre des procédures qui permettraient justement des changements de mentalité. Alors il y a quelques profs comme ça qui mettent les pieds dans le plat, mais ils sont considérés, ils sont stigmatisés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on les considère comme étant des troubles. Hein. Moi, on m'appelle l'électron libre. Hein. Voilà, le mec qui n'est pas contrôlable, quoi. Pour aller dans le sens de la question, la dernière question qui était posée, il faut juste rappeler que sans les lois autour de la parité, 1999, sans les lois autour de l'égalité salariale, sans les lois, voilà, on aurait encore moins avancé que voilà. Alors c'est pas satisfaisant, mais il y a 26% de femmes à l'Assemblée nationale, on était plutôt autour des 12-15% avant. Et je crois qu'il faut aussi prendre en compte que les injonctions ministérielles, par exemple, en ce qui concerne les projets d'établissement, qui imposent depuis plusieurs années de mettre la lutte contre les discriminations au cœur du projet d'établissement, c'est ce qui va permettre aussi à des personnes dans les établissements de s'appuyer sur ces injonctions pour travailler si elles en ont envie. Et c'est essentiel. Nous remercions Stéphane pour son intervention.